Bonjour tout le monde, bienvenue à Montréal Connect, ce deuxième panel de la journée sous la thématique de l'IA. Or, nous allons discuter cette fois-ci de comment faciliter le passage des projets d'intelligence artificielle du MVP, celui d'une version pilote, j'essaie de vulgariser ça au maximum, à la mise en production dans les organisations. J'inviterai donc nos panélistes à prendre place devant, si vous le voulez bien. Vous n'êtes pas encore assez devant, là, il faut vraiment être devant. Juste à côté de moi, il y a Jean-François Connelly, je vous les présente, qui est chez Ivado, alors qui est responsable de l'entrepreneuriat à l'Institut de valorisation des données, donc Ivado. Et Jean-François a cumulé 14 années d'expérience dans le domaine à travers ses études, donc maîtrise en sciences, en mathématiques, PhD en reconnaissance des visages. Ça, on est dans la reconnaissance faciale, comme on l'appelle aussi, puis dans différentes expériences en langage naturel et AdTech. Nous avons aussi notre ami Bassam ici. On commence à se connaître. Hein? Je suis rendue, je l'appelle mon ami Bassam Bonnela, qui lui a une trentaine d'années d'expérience internationale dans les corporations d'entreprise. Il est présentement expert en intelligence artificielle chez IBM. Il consulte constamment avec des entreprises sur l'intelligence artificielle, puis il est un membre de la communauté québécoise de l'IA qui intervient lors de conférences et de panels, de toute évidence. Nous avons aussi ici Mehdi Merail. Ceux qui étaient là à l'autre panel, on s'est trouvé à parler un peu de son entreprise, de Data Performers, parce qu'il est chercheur en IA et PDG d'ailleurs de Data Performers. Il a été désigné comme le leader de l'intelligence artificielle en 2017 par Digital Finance Canada. Puis Mehdi est profondément investi dans la démocratisation de l'intelligence artificielle. Vous êtes donc du genre qui vont essayer d'en mettre un peu partout. Hein? C'est ça qu'on comprend de cette histoire-là. Il a cofondé plusieurs initiatives à but non lucratif comme Deep Learning Montréal et Toronto, Think AI, etc. Puis Mehdi est un contributeur officiel aux travaux du groupe de travail du G7 à Charlevoix, entre autres, en 2018, et le groupe de travail sur l'impact économique de l'IA du G20 à Buenos Aires. Vous êtes occupé un petit peu, hein, aussi, je pense que vous êtes tous un peu comme ça. Ici, j'ai aussi, à côté de lui, de Gradient AI, donc qui est partenaire chez Gradient AI, Shaza Diallo, qui s'occupe justement de l'industrie créative en intelligence artificielle. Hein, ce sont vos clients dans ce domaine-là. Et elle nous dit qu'elle applique ses connaissances dans le domaine de l'analytique pour les industries justement créatives. Puis sa passion est d'interpréter l'information contenue dans les données. Vous avez une passion hein, qui va être assez communicative dans les prochaines années, j'ai l'impression. Et maintenant, nous avons aussi avec nous Christophe Muratet de Thales, qui est directeur de l'innovation et du design du groupe Thales pour l'Amérique du Nord. C'est un stratège numérique qui travaille en partenariat avec des PDG et des dirigeants d'entreprises établis pour développer et maintenir leur stratégie d'innovation et leur écosystème dans un environnement B2B. Et là, je crois franchement, là, vous allez voir, là, avec tout ce que je vous ai défilé, vous allez comprendre hein, où on s'en va avec ça, côté justement thématique, parce qu'on a parlé justement comment implanter des projets, on s'en est parlé un petit peu, et là, avec la démocratisation croissante là, des suites d'outils dédiés au développement de projets IA, on sait hein, que par exemple, même Microsoft AI, il y a d'autres compagnies qui offrent comme ça des suites, hein, il y a beaucoup de consultants qui les utilisent. Comment est-ce qu'on peut envisager le passage des projets, je les appelle pilotes, là, mais pour vous, c'est les MVP, à une mise en production de plus large envergure? Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Je vois Mehdi là, qui vient de faire un petit claquement de main. Je reconnais là-dedans le goût de répondre, Mehdi. Oui, en fait parce que c'est des choses qu'on a vécues plusieurs fois. Mm-hmm. Et on a constaté qu'à chaque fois qu'on finissait un MVP ou un projet pilote, le passage d'un pilote à un produit ou une technologie qui fonctionne avec plusieurs milliers d'utilisateurs parfois, ou parfois du temps réel, c'est un gros passage. Le gap, il est très, très, très élevé. Et il y a beaucoup dans l'industrie, ils sont beaucoup plus focalisés sur améliorer l'accuracy d'un algorithme, par exemple. Et alors que le gap, c'est surtout, c'est beaucoup moins, on va dire, c'est juste l'accuracy en elle-même, mais comment le maintenir pour un usage dans un vrai environnement. Mm-hmm. Donc, déjà, je pense que la première étape, c'est de commencer par reconnaître ce gap-là et voir une image beaucoup plus concrète que dire que oui, je vais prendre le MVP, je vais le mettre dans les serveurs et ça va fonctionner. On est en train de travailler un peu sur l'éducation
des organisations et des clients sur ce genre de problématiques-là. La deuxième chose, il y a de plus en plus maintenant d'infrastructures technologiques qui est dédiée à ce passage-là. C'est-à-dire maintenant, oui, on peut parler de machine learning, deep learning, etc., mais surtout, on va parler de data science. Il y a des pipelines de data science qui sont capables, par exemple, de maintenir l'accuracy de ces algorithmes, la précision, oui. on va dire. Je cherchais moi aussi. Là, et l'exécution de ces... L'exactitude, voilà, on va dire, de ces algorithmes-là, et surtout de permettre de les exécuter dans un vrai environnement. Parce que dans un vrai environnement, dans la vraie vie, les données ne sont pas en batch, par exemple. Les données ils sont en train d'être produites tout le temps par l'utilisateur. Ils sont en train d'être traités parfois en temps réel, au fur et à mesure, etc. Donc ça, c'est comme un asset technologique qui existe très peu dans les grandes entreprises, on va dire. Et c'est un peu ça, le genre de problème qu'on essaie de résoudre aujourd'hui. Et je voyais justement Bassem qui réagissait parce que vous êtes à un autre niveau là, avec IBM. Oui, un autre genre de problème, je oui, absolument, absolument. Merci Mehdi pour ce commentaire, mais je vais prendre ce problème dans une autre perspective. C'est vraiment l'expertise, la perspective qu'on appelle business, métier, les gens d'affaires. En fait, ce qu'on a fait, un sondage à l'intérieur de IBM avec les exécutifs, en fait, c'est le critère le plus important, c'est la confiance qu'ils vont avoir dans ces modèles. C'est ce qu'on appelle le trust. Et en fait, ce trust, on l'a décomposé en 4 composantes essentielles. Premièrement, c'est les biais et l'équité que ces algorithmes peuvent contenir. Donc, s'il y a des biais, il faut les corriger. Donc, la partie équité, fairness, biases, c'est un critère très, très important. Le deuxième critère, c'est l'interprétabilité et l'explicabilité de ce modèle. Et ça, c'est vraiment la barrière la plus importante. Je ne peux pas mettre un black box, un modèle, on ne sait pas pourquoi il prend des décisions. Le troisième critère, c'est ce qu'on appelle la robustesse et qu'il ne faut pas que quelqu'un puisse attaquer ces modèles et pouvoir les... se subvertir, influencer leur comportement. Oui, c'est-à-dire tricher sur leur comportement. Il sait quel est le point, et comme c'est du hacking, il peut faire du hacking sur ces modèles-là. Et la quatrième composante, c'est le complete accountability et transparency, c'est-à-dire ces modèles ont été fabriqués à partir de certaines données. Eh bien, il faut que j'ai le lineage complet qui me relie à ceci, parce que cette accountability, il y a des barrières légales là-dessus. Si jamais j'arrive pas à expliquer pourquoi ce modèle, il sort de quelles données, c'est important. Donc, ces 4 composantes, c'est vraiment, on peut aller beaucoup plus en détail dans chacune d'eux, dans chacune de ces composantes, mais essentiellement, les biais, le fairness, ce que j'appelle explicabilité et explicability, la robustesse et le dernier critère, c'est le accountability. Et ça, normalement, ça nous permettrait de passer justement d'un modèle là, plus petite taille, comme on dit le MVP, à un grand si on respectait ça. Absolument, parce que les gens du métier, s'il doit faire confiance à un modèle qui a été fabriqué par un data scientist, une équipe de data science et de gens de business, quand je vais le déployer au large, s'il prend des décisions, moi je suis un utilisateur du métier et je suis en face de situation et j'ai des décisions, je n'ai pas l'explicabilité de la décision qu'il m'a aidé à faire, c'est un problème. Et si j'ai une black box, mais je peux encore moins agir dessus parce que je ne sais même pas comment il fonctionne. Oui, le pourcentage, juste mon dernier point, le pourcentage de gens convaincus par l'utilité de l'AI et de ces algorithmes, c'est 95%, alors que ceux qui ont déployé, c'est 20%. Il y a un gap, tel que Mehdi le dit, et ce gap, c'est vraiment le trust. Je n'ai pas confiance à ce que ceci, je peux le mettre. Ce que je pourrais faire avec ça. Et je voyais, Jean-François, que vous réagissiez, parce que visiblement, vous avez aussi... Oui, mais c'est que dans le fond, comme il y a deux parties. Donc, il y a la partie logicielle, puis il y a la partie de données, donc il y a la partie modèle. Puis ce qui est fondamental dans tout ça, puis moi, je dirais tous ces aspects-là qui étaient mentionnés, c'est que c'est beaucoup... c'est pas au niveau de la mise en production, c'est vraiment comme c'est défini au niveau du MVP en tant que tel, au niveau du projet pilote que vous faites avec une entreprise. Donc, il y a beaucoup, c'est définir les attentes en amont.
puis aussi définir c'est quoi les critères de succès. Donc, est-ce que j'ai un modèle, dans certains cas, un modèle qui a une exactitude de 99,9% va être suffisant, alors que dans d'autres cas, une exactitude de 50% va être suffisant, puis va générer des gains en productivité suffisamment grandes pour une compagnie que ça va être un succès. Donc, il y a ça qu'il faut définir, puis c'est que le passage du MVP au mode en production, c'est que le MVP est entraîné dans un environnement fermé. Donc, au niveau logiciel, si ça casse, il y a des bugs, donc ça va être repérable. Au niveau données, bien là, c'est l'élément clé fondamental, ça va être vraiment la loupe de feedback qu'on va être capable de mettre, donc de rétroaction, pour pouvoir mettre à jour son modèle qui va biaiser, que tu vas avoir entraîné, ça va avoir overfité, entre guillemets, donc il va y avoir du surapprentissage sur une sous-population, parce que ton ensemble de données, quand tu fais ton MVP, c'est une sous-population de ta population totale. Donc, il va falloir que tu sois capable justement de vraiment mettre à jour ça pour corriger les biais et faire en sorte que la performance soit toujours au rendez-vous. Quand on parle de population, on parle ici, on désigne vraiment la base de données, là, peu importe Bien, la c'est nature. qu'il y a la base de données initiale, mais il y a ensuite tous les utilisateurs qui vont utiliser le produit qui n'était pas présent dans la base de données initiale, bien là, de voir comment le modèle généralise bien et comment il se comporte par rapport à l'utilisation comme en production. OK, merci. Et je voyais justement, Shaza, vous aviez une réaction parce que vous, Oui. vous êtes dans un autre, je dirais, un autre milieu là, avec le même genre de problème. Bien, en fait, pour revenir à la plateforme en elle-même, elle permet de résoudre un problème qu'on a en ce moment pour le MVP, comme Jean-François le disait, qui est développé dans une petite coquille, puis l'amener un peu plus loin. Puis qu'est-ce que ces plateformes-là nous permettent de nos jours? C'est d'avoir tout le pipeline de data science, comme Mehdi le disait, depuis l'ingestion de la donnée, la transformation, l'exécution du modèle, puis l'utilisation du modèle, être mis dans une seule boîte, en fait. Puis ça donne accès à plus de gens qui ont peut-être, parce que ça demande, c'est un travail d'équipe, un modèle, il y a les scientifiques de données qui le développent, puis il y a aussi un travail tout aussi de logiciel, un travail de développement de l'interface utilisateur. Donc c'est plein d'experts qui doivent être mis ensemble pour s'assurer de mettre un modèle en production. Puis ce genre de plateforme-là nous permet d'avoir un proxy un peu de cette expertise-là dans une seule boîte. Donc ça vient avec l'accès, la démocratisation en fait, à l'accès à plus de gens, mais ça vient aussi avec, with great powers come great responsibilities. Ça vient avec ça aussi parce que si tout le monde peut aller juste mettre un fichier CSV puis dire que je veux prédire telle affaire, puis que ça sort puis qu'on l'utilise, là, ça serait trop facile, de toute façon. Et quand vous parlez de ces plateformes-là, vous en produisez une ou vous utilisez d'autres qui viennent de d'autres compagnies quand vous faites ça? Juste pour ma curiosité. En ce moment, il y a des grandes plateformes qui existent déjà, qui sont déjà approuvées, qui ont eu tout le travail, donc on va plus utiliser des plateformes développées. Il y a des grandes entreprises qui décident de le faire à l'interne, mais ça vient aussi avec... le facteur expérimentation. Exact, puis ça demande du temps. Puis peut-être que ça va prendre 1 an, une grande entreprise à le développer, puis d'ici le 1 an, la technologie aura déjà avancé. Donc souvent, il faut choisir ses batailles dans ce genre de situation. OK, merci de la clarification. Et Christophe, de votre côté, alors comment est-ce que vous envisagez ça? Là, je voyais comme qu'est-ce qu'il y a à vous Tout a été très bien dit déjà. Ne me faites pas ça, je suis sûr que vous avez des choses à ajouter là-dessus à propos de Thales et de Non, votre façon de travailler. En fait, il y a un facteur qui est essentiel aussi dans tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, Oui. qui est l'adoption sociale, la construction sociale autour de la technologie. Et en fait, je recoupe l'ensemble des commentaires était autour des contraintes, de poser les bonnes contraintes. La question sur telle ou telle brique ou pattern AI qui peut être utilisé pour accélérer le développement d'une solution, c'est très bien, encore faut-il adresser le bon problème. Et je pense qu'aujourd'hui, un petit peu, c'est un des sujets cœur de tout ce qui se fait en intelligence artificielle. Garantir qu'on regarde les bons problèmes, qu'on pose les bonnes contraintes, parce qu'on sait que la recherche avance et cherche plutôt l'exactitude, comme on disait tout à l'heure. Par contre, dans le monde industriel, de production, opération, on va chercher aussi la robustesse. Et on sait que globalement, c'est dans tout modèle, en fait, quand on tire sur une contrainte, ça a des impacts sur les autres. Et encore une fois, il y a également la contrainte humaine là-dedans à considérer. Donc être sûr que toutes ces contraintes sont bien, l'espace du problème est bien cartographié au début justement de ces projets pilotes MVP ou autres. Qu'ensuite les bonnes contraintes sont posées. Encore faut-il avoir accès, comme on disait tout à l'heure, aux utilisateurs, aux différentes personnes qui vont non pas juste utiliser, mais aussi maintenir le système qui va être mis en opération pour justement identifier ces bonnes contraintes. Ensuite, une fois qu'on a contraint cet espace de solution,
c'est essayer durant le MVP à identifier et explorer ces différentes solutions optimales et en sortir de là à l'issue du MVP une solution qui sera sans doute probablement beaucoup plus facile à transférer à la fois sur des utilisateurs mais aussi sur un monde de production et ses écosystèmes. Parce que je pense que c'est important, puisque vous abordiez, puis d'autres avaient un peu avancé là-dessus, c'est d'avoir la bonne question, de rechercher finalement le bon résultat, ou en tout cas un résultat obtenable. C'est déjà comme un bon début pour ce genre de projet-là. Et j'avais envie de demander justement, parce que ce serait quoi les facteurs, là on a parlé vraiment comment le faire, et les facteurs de succès là, justement à l'intérieur d'une organisation qui mènerait du projet de la phase d'expérience à la production. Et est-ce que vous avez des exemples à nous proposer? Comment est-ce qu'on a posé justement cette bonne question-là, hein, est-ce qu'on un bon problème, et comment on a réussi justement à le développer comme il faut? C'est tout ça trop abstrait, mon affaire? C'est pas une question qu'on s'était posée entre nous, mais là, des fois, j'en rajoute en venant. Donc, des exemples de succès parce que la question était bien posée et que le déploiement, finalement, s'est bien fait. Est-ce que le client continue à payer? au final, je voyais dans ses yeux, j'ai dû avoir toute une réponse de Jean-François. Je suis sûr que vous avez plus de choses que ça à me dire quand même. En fait, nous autres, moi, comme je suis plus en amont de ça, moi, je travaille vraiment au travers dans le domaine du développement du MVP, fait que je vais laisser les autres répondre au final. Les autres, ça semble être midi, oui, cet autre Monsieur Data Performer. En fait, j'ai deux exemples, un exemple d'échec et un exemple de réussite. L'exemple d'échec, pour être optimiste, c'est que dans le sens où parfois l'organisation hôte, on va dire, qui peut être client, partenaire, etc., sous-estime ce passage-là. C'est-à-dire on crée le pilote et on définit très bien les limites de ce pilote-là. Et on pense souvent que quand on crée un algorithme, je ne sais pas, de deep learning, de reconnaissance de chat, on va dire, via une caméra, que si je reprends cet algorithme-là et je l'installe dans un serveur, ça pourrait marcher pour 10 millions d'utilisateurs, ça marche. Alors que ce n'est vraiment pas le cas. C'est qu'une fois qu'on est dans un environnement de production, on va parler d'un scale beaucoup plus élevé, on va dire d'une échelle très élevée de demande qui se fait sur cette application-là. Donc, il faut toute une infrastructure de serveurs par rapport à pas seulement le calcul, le computation, mais aussi la gestion de données, la gestion des requêtes, etc. C'est là où on pense moins là-dessus. Donc, l'exemple d'échec, c'est qu'à un moment donné, c'est pas de notre côté, mais plus l'entreprise hôte, elle a décidé, on va juste appliquer ça et on a les bonnes personnes pour que ça roule. Envoyez-moi les fichiers. Parfait. Et bien sûr, avec toute surprise, ça n'a pas marché. L'exemple de réussite, c'est que, et on a appris même de nous-mêmes à insister sur cette différence-là. Et on a communiqué vraiment les limites d'un MVP. Et que l'exemple de réussite, c'est qu'on a réussi à faire ça dans un scale très élevé, où on traite plus de 1 milliard de recodes par jour. En phase d'expérience. Oui, plus en phase d'expérience, mais une fois qu'on a scalé ça, c'est 1 milliard par jour de lignes d'entrée. Donc, et là, mais l'entreprise hôte était une entreprise qui a respecté un peu ce passage-là. On leur a expliqué clairement que si, par exemple, un MVP, ça prend entre 3 à 6 mois, ça peut prendre un peu plus de temps. Et moi, je pense, la question, c'est une question d'éducation. C'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues par rapport au machine learning et data science qu'il faut à un moment donné briser. Puis juste pour moi, là, qui suis un peu, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui sont comme moi, pas des experts dans la salle, mais quand on parle des requêtes, là, vous parlez des requêtes, c'est-à-dire ce que les algorithmes cherchent comme info ou ce que les utilisateurs vont chercher? En fait, les deux. Okay. Soit l'utilisateur, c'est-à-dire il demande à l'algorithme de faire quelque chose, par exemple de prédire ou de proposer un prix, etc. Ah, oui. Et surtout quand c'est automatisé. Par exemple, on a un agent de la publicité en ligne où on va décider, on va recommander si je place ma publicité dans le site A ou B ou si je ne la place pas du tout. Ouais. Donc là, on parle de plusieurs milliers de sites, parfois millions, et on parle de plusieurs possibilités. Et le tout doit se faire dans un timing qui est inférieur à 50 millisecondes.
Dans le fond, je donnais un exemple concret. Oui, je pense François a travaillé là-dessus. Justement, de par mon passé en publicité, justement, c'est que lorsque quelqu'un voit une affiche, une bannière publicitaire sur un site web, dans le fond, la mécanique en arrière, c'est que vous ouvrez la page web, à la bannière, dans le fond, il n'y a rien qui apparaît. Il y a une vente aux enchères qui est faite pour afficher, pour bider sur... Là, à ce moment-ci, toutes les exchanges bid sur l'espace publicitaire. Il y a quelqu'un qui gagne là-dedans. Là, ensuite, la personne qui gagne, bien là, il y a un autre qui est envoyé à un autre serveur qui contient les images en tant que telles. Et là, l'image ensuite est affichée. Tout ça, ça se fait comme en une fraction de milliseconde. Donc, ou en quelques millisecondes plutôt. Et ça, c'est vraiment, on va se le dire, c'est vraiment quelque chose qui change le monde de la publicité aussi depuis... ça l'a changé complètement. Et ça continue. Là, c'est ça, c'est ça. Ça continue. C'est que le secteur du ad-tech, moi, j'étais là-dedans, puis la compagnie a fini par échouer parce que c'est un secteur qui est monopolisé par Facebook et Google. Puis, c'est que nous, justement, comme au niveau, ça pourrait être considéré comme un échec parce que nous, au niveau, même si au niveau technique, on était capable de fournir notre temps de réponse était correct, on était capable, on avait une bonne performance au niveau du modèle à l'interne, sauf que nous, notre client, c'était ceux qui géraient les bases de données et ensuite, ceux qui faisaient la publicité en tant que telle, les campagnes publicitaires, c'était leurs clients à eux. Donc, faire l'adéquation entre la performance du modèle et le retour sur investissement du client en bout de ligne, on n'était pas capable de faire ça. Ils ne voyaient pas tout le c'est qu'on n'avait pas accès nécessairement aux clients en bout de ligne. Donc, un, il y avait ça qui faisait en sorte que non, ça ne marchait pas. Et deux, le modèle d'affaires, oui, c'est toujours l'histoire d'une start-up que tu as besoin d'un gros client initial, fait que ton contrat, il va être so-so, en espérant qu'il y ait d'autres clients qui arrivent, qui suivent, puis là, ton contrat va être plus rentable. C'est là où il faut peut-être aussi démystifier par rapport à l'intelligence artificielle. Peut-être aussi se poser la question de dire, quand on parle faciliter le projet, faciliter le passage des projets IA de MVP à la mise en production, est-ce qu'un critère de succès, c'est le passage de l'IA ou c'est de résoudre le juste problème? Encore une fois, c'est aussi difficile dans le cadre de ces projets, par exemple, notamment dans le cadre des startups, à milieu de MVP, de faire un step back pour dire, non, finalement, en fait, pour résoudre votre juste problème, qu'on appréhende beaucoup mieux à présent, vous n'aurez pas forcément besoin d'aller chercher de machine learning ou autre. Ça va être juste, par exemple, l'automatisation. Exactement. Voilà. Ou bien peut-être regarder sous un angle différent le problème que vous avez pour trouver une solution plus adéquate. Donc c'est ça, en fait. C'est garantir que le MVP laisse la place, quoi qu'il arrive, pas juste à une poussée technologique de l'IA, mais véritablement, en fait, de la vraie innovation et aller chercher la technologie qui convient le mieux pour ça. Ceci étant, si on parle d'IA pour faire de la recommandation publicitaire, c'est sûr qu'on touche à un domaine qui est quand même bien différent de l'IA pour l'aide à la prise de décision. On voit que quand la publicité nous est poussée dessus, il n'y a pas véritablement, ou en tout cas beaucoup moins, la notion de confiance dont on pouvait parler tout à l'heure. Par contre, quand on arrive sur des agents qui vont venir augmenter l'humain, par exemple, ne serait-ce qu'un Waze qui fait de la recommandation, Waze, donc GPS, navigation, aide à la navigation routière, qui fait de la recommandation à l'humain, on voit bien encore que humains que nous sommes, avec nos logiques qui sont ce qu'elles sont, dans beaucoup des cas, on ne va pas suivre la recommandation. On va dire, OK, merci, mais finalement, je sais où je vais, merci. Donc, il y a encore, en fait, malgré tout, alors qu'on sait que pourtant, c'est une des solutions en termes de recommandation et de confiance associée par rapport à justement la construction sociale qui a été suffisamment en opération au niveau de suffisamment de personnes pour avoir justement commencé à acquérir un niveau de confiance relativement élevé. Pour des décisions non critiques, ceci étant. Mais malgré tout, on se rend compte qu'en fait, il reste encore un écart au niveau de cette confiance. Donc c'est vrai que ce passage de succès des projets IA au niveau de la recommandation, de l'aide à la décision, nécessite, comme on disait tout à l'heure, en fait, notion de confiance et surtout en fait, de construction sociale, d'adoption de la technologie, qui, quoi qu'il arrive, aura du mal à se produire sur un MVP de 3 à 6 mois, etc. Comme Mehdi disait tout à l'heure, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Mais le transfert est là où en fait va s'opérer la plupart des points de friction. Puis justement, quand on parlait tout à l'heure de l'effet de magie, là, juste pour les gens qui sont moins forts en IA, quand vous parlez justement des trajets, il faut essayer d'imaginer toutes les données qui doivent entrer dans le calcul d'un trajet, puis de son ajustement en temps réel, pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est un projet comme ça. Parce que moi, je suis toujours fascinée de voir
comment un trajet se recalcule, puis on ajuste le temps. Je me dis, mon Dieu, toutes les bases de données qui doivent contribuer juste à cette application-là qu'on utilise presque tous les jours au point de plus savoir aller chez nous. Mais ça va dépendre de la nature de l'application. Oui. Si on parle de trajet, là, on parle vraiment plus de recherche opérationnelle, donc la nécessité d'avoir des données n'est pas si grande que ça. C'est comme, le monde parle beaucoup de big data, mais big data, par définition, c'est un problème mal défini. Là. Oui. Donc, plus ton problème est contraint, dans le fond, à la limite, tu as tellement de contraintes, tu connais tellement bien ton problème, ben, tu fais un système expert qui est juste une série de if-then dans du code. Donc, on ramène ça à l'essentiel. Ouais. Si tu as un if-then dans du code, tu fais de l'intelligence artificielle. Puis, si tu fais une règle de 3, ben là, tu fais du machine learning. On peut dire des blagues là-dessus. Là, mais... vous parlez de code, hein? Oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'est dans un code de si telle condition, alors fais telle action. Ouais. Tu fais de l'intelligence artificielle techniquement. Si tu connais très bien ton problème, il est très bien contraint, tu n'as pas besoin d'aucune donnée, tu peux juste utiliser ça, c'est correct. Du moment que tu décides de faire un modèle à partir des données, là, si ton problème est très bien contraint, tu n'as pas besoin de beaucoup de données. Donc, pour entraîner ta machine. Si ton problème, tes contraintes sont complètement relâchées, bien là, il faut que tu compenses en utilisant beaucoup plus de données. Donc, c'est où aller chercher le point milieu. Ouais. Et c'est sans doute en fait un des obstacles, parce qu'on parle souvent de projet IA, etc., en se concentrant sur le modèle, mais on parlait tout à l'heure de sécurité, on parlait de confiance, on parlait aussi d'accès aux données. Tout ça, c'est des écarts aujourd'hui qui restent à combler justement pour vraiment aller chercher des projets IA impactants. Et puis justement, Bassem, quand on parle de réussir, tout à l'heure on a parlé même des possibilités d'échec, de réussir des projets comme ça, comment, parce que IBM est une très grande entreprise qui a plusieurs volets, comment est-ce qu'on travaille ça, ce genre de choses-là? Oui, en fait, il faut que le sponsorship du projet soit vraiment impliqué. Et ce sont des gens des affaires. Oui. Donc, ce n'est pas les gens du IT. Ce n'est pas pour minimiser le IT, mais c'est un problème d'affaires, premièrement. Je vais donner des exemples dans le domaine du supply chain alimentaire, donc les chaînes d'approvisionnement alimentaire, où les gens dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire font des prédictions. Ben voilà, il faut envoyer telle quantité d'aliments, telle quantité de ice cream, de glace. Et ceci dit, ils ont leurs outils aujourd'hui pour faire ces prévisions. Alors, ça peut être des Excel, ça peut être ils sentent que peut-être il va faire chaud, donc je vais plutôt envoyer ce produit que d'envoyer d'autres produits autres. Mais ça reste quand même, il n'a pas intégré ces données dans un modèle mathématique. Et comme disait mon collègue, si je veux chercher des facteurs externes tels que la démographie d'une région, le niveau de vie, le style de vie, l'âge moyen des gens, le climat, tout ça, il est très difficile à la main et sur Excel que j'écrive une formule mathématique qui va le faire. Alors, je vais chercher des données et puis je vais construire un modèle qui va apprendre à partir de ces données et va me donner la formule magique qu'il va sortir lui-même à partir de ces données-là. Et là, c'est tout le challenge, c'est de montrer que si vous êtes en train de travailler, monsieur, sur Excel pour faire vos prévisions telles que vous les faites, avec la pondération après que vous avez sur le climat et tout autre, oui, avec une autre manière de faire où on va apprendre sur la démographie, sur le niveau de vie, sur les et puis on va extraire ce modèle de ces données, eh bien c'est supérieur et là, il voit la valeur. Donc là, le gars de l'affaire, il dit, tiens, j'ai moins de out-of-shelf availability, c'est-à-dire que j'ai toujours du stock, oui. Oui, ils sont toujours là. J'ai moins de retour d'aliments. Et effectivement, ça, c'est un beau cas de succès. C'est-à-dire, je lui ai déplacé sa manière de prendre ses décisions en une autre manière, mais en intégrant beaucoup plus de données. Et évidemment, le modèle, il est beaucoup plus sophistiqué, je suis d'accord, mais cette sophistication qui a coûté de l'argent, en valait la peine. Et puis, j'imagine que dans une chaîne de production, c'est important. Absolument. Parce qu'on a moins de pertes, on a moins, comme vous dites, de retours, etc. Fait que là, l'investissement dans les données, puis dans l'outil de prise à la décision devient tout d'un coup un facteur d'économie. Absolument, absolument. Et là, il voit de la valeur tangible. C'est pour cela que je reviens. Si
j'arrive à travailler bien avec le sponsor dans le monde des affaires et qu'on se comprend qu'est-ce qu'il veut faire, et au départ, il faut lui dire, on peut le faire ou on ne peut pas le faire, parce qu'il reste quand même une certaine part d'expérimentation et de risque. Mais comme on arrive avec les différents projets qu'on fait à travers les services professionnels, on commence à dire, tiens, mais ça c'est des sentiers battus, c'est-à-dire on est déjà à passer par là, donc on va le faire, le risque il est faible. Donc il y a pas mal d'exemples dans différents secteurs. Ce qu'on appelle le precision retail est parmi les choses qui sont très attractives. Precision retail, c'est-à-dire que la vente... les campagnes ciblées. Là. Oui, ciblées. Okay, voilà. Vente ciblée, c'est ça. Voilà. Oui, puis ça, effectivement, c'est drôle parce qu'on en parle beaucoup, puis peu de gens comprennent encore comment tout ça va fonctionner, mais c'est déjà en cours parce que j'ai vu d'autres aussi scientifiques qui sont là-dessus. Et si on arrive dans un domaine comme le vôtre, Shaza, comment est-ce qu'on peut justement, là, on parlait justement comment prévoir, c'est quoi les modèles que vous pouvez implanter, par exemple, dans l'industrie créative? Bien, il y a des modèles aussi pour la publicité, il y a des modèles plus pour supporter aussi la création. Mais un aspect qui n'a pas encore été abordé dans les critères de succès, c'est pour des modèles un peu plus de précision, comme dans le supply chain management, tu as vraiment besoin d'une certaine robustesse et d'une certaine précision pour supporter la décision. Mais dans des domaines qu'on considère un peu plus soft, disons, comme l'industrie comme la création ou comme même un exemple en ressources humaines, ce sont des domaines qui sont plus proches de l'humain. Puis, c'est pas parce que la prédiction, c'est oui ou non, que l'action va être un oui ou un non. Donc, il y a quand même un gap un gap entre le output du modèle, comme on le dit, et l'action qui va être prise. Et ce gap-là aussi a un impact sur le succès de la mise en production. Parce qu'il y a des modèles qui existent qui ne sont même pas utilisés parce qu'à chaque fois qu'il donne de l'information, l'humain lui dit ben, non, je ne veux pas le faire. Il y a ça aussi. Donc, la mise en production, ce n'est pas seulement amener jusqu'à être capable de faire un output, mais c'est aussi de l'amener à être utilisé et de prendre en compte d'autres aspects. Parce que le produit de l'intelligence artificielle ne sera pas dans tous les cas le seul produit. Il faut prendre en compte plein d'autres choses autour. Donc, ça devient un outil pour aider à la décision dans ce cas-ci. Donc, il faut vraiment prendre en compte ce bout de l'outil de la décision et non que c'est ça qui va être la décision. Donc, dans mon domaine, c'est ça qui revient et plus juste souvent. pour ma bonne gouverne, quand vous parlez de ressources humaines, on parle de ces processus automatisés, par exemple, de tri de CV, d'informations, etc. Exactement. Dans les tri de CV, ça ouvre une grosse boîte. Là, il y a tout ce qu'il y a comme les biais et tout ça, mais même plus simple que ça dans essayer de faire une prédiction sur l'attrition ou le roulement dans un secteur. Si on pense que quelqu'un va s'en aller, c'est pas seulement de le dire que mon collègue ici il va quitter la compagnie, puis on le sait, c'est tout, mais c'est aussi de le mettre en contexte avec d'autres informations qu'on a qui sont plus moins perceptibles ou qui sont plus dans la discussion que ça va ressortir, ou dans l'industrie créative aussi. Disons qu'on travaille avec un artiste pour lui donner une recommandation sur où implanter où est-ce que son contenu doit être diffusé, mais l'artiste reste le propriétaire de son contenu et il a sa vision dans qui est-ce qu'il veut toucher à travers son message. Donc, nous, avec un modèle, on peut dire, ben oui, il faudrait que tu mettes une affiche sur telle rue, mais l'artiste peut dire, ben en fait, tant mieux, c'est bien, mais j'aurais préféré que ce soit comme le bloc d'après parce que je veux toucher les gens qui sont là. Donc, il faut tout le temps prendre en compte aussi l'utilisateur final dans ce modèle, dans la création des modèles en général. Et puis là, ce qu'on voit vraiment avec tout ce qu'on a discuté depuis tout à l'heure, ça revient beaucoup à notre idée, là, parce qu'on s'aperçoit finalement que l'IA puis l'automatisation aussi sont de plus en plus là, dans tous les secteurs. Les gens ne réalisent pas toujours qu'effectivement, en publicité, dans les processus de ressources humaines, ils entendent que c'est là, que tout ça, mais ils ne le voient pas nécessairement. Puis on en vient à croire que c'est presque magique. C'est ça souvent qui fait que du projet qu'on commence à son implantation, des fois les espoirs sont trop grands. Et comment est-ce qu'on peut gérer les attentes des organisations pour faire suite à ce qu'on se disait? Parce que quand vous arrivez avec un modèle,
puis qu'il faut faire comprendre justement à vos clients là, que ça se peut que ce ne soit pas exactement, je dirais, là, aussi facile qu'il semble, que ça ne sera pas magique surtout. Hein, que ce n'est pas genre, il y a quelqu'un qui va coder 2 lignes, on va appuyer sur Enter, puis après, ça te part. C'est souvent l'impression que j'ai quand les gens me parlent qu'ils ne connaissent pas vraiment ça. Et là, comment est-ce qu'on fait pour gérer les attentes quand on s'en va rencontrer une boîte qui essaye de commencer à automatiser des choses ou à implanter justement des nouveaux projets comme ça? Ça commence avant le MVP. Ça commence, comme Bassem ou Jean-François le disait, ça commence dans l'éducation. C'est pas seulement un client peut te demander, moi je veux prédire telle affaire, puis je veux le prédit telle affaire, mais c'est parce que la personne n'a peut-être pas le niveau de compréhension de la machine en quelque sorte et n'est pas capable de comprendre qu'il y aura toujours une erreur. Puis ça aussi, ça arrive souvent qu'on implante des projets puis que le client décide de ne pas l'utiliser parce qu'après un essai sur 100, l'essai ne lui a pas donné l'information qui s'est réalisée après. Puis ça prend un coup, puis ça rejoint le point de Bassem sur le trust. C'est l'éducation qui va amener le trust dans la machine. Donc ça commence. Moi, je viens du domaine plus de la communication et ça ressemble beaucoup à ça, à ce que les gens ont comme expectative versus qui peut être livré, puis le fait que ça ne sera pas tout d'un coup. Là, c'est toujours ça. Il ne faut pas oublier que l'auditoire à qui vous adressez, donc tout le monde qui ont à vendre des produits, qui font des prédictions, la sortie de ça, ce sont des probabilités. Donc, il y a des erreurs qui vont être véritables parce que c'est le 2 % d'erreur. Tu rentres là-dedans. Et donc, en plus de vendre le produit, il faut vendre le terme prédiction. Puis ça, il faut vendre ça à un auditoire qui a une relation plutôt ambiguë avec les bulletins météo. Parce que les bulletins météo, c'est ça, ça vous donne des prédictions et non pas des certitudes. Avec des statistiques, etc. Là. Puis, on parlait beaucoup de confiance, justement, envers les modèles, mais une manière aussi de chiffrer ça, c'est de revirer la question puis de dire, plutôt que de chercher l'exactitude puis de prouver toutes ces valeurs-là, mais c'est de poser la question, c'est quoi le coût d'une erreur de prédiction? Oui. Donc, c'est quoi le coût d'un faux positif? C'est quoi le coût d'un faux négatif? Donc, par exemple, c'est une application de biométrie. J'ai laissé rentrer quelqu'un qui n'était pas supposé rentrer. C'est quoi le coût de ça? Ou je n'ai pas donné accès à une personne qui était autorisée à rentrer. C'est quoi le coût de ça? Donc, puis là, ça, en plus, en tant que compagnie, ça va vous aider à déterminer, comment biaiser vous-même votre système pour que ça réponde aux besoins du client au final. Ça fait qu'il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup de secteurs dans l'entreprise qui vont être concernés par ça, parce que si on veut valoriser justement le fait que quelqu'un ne sera pas reconnu ou va être reconnu de façon erronée, il faut aller voir les autres services, voir comment ça va, quelles conséquences ça va avoir sur ta marque, en fait, là, comme entreprise. Oui. Parce que c'est pas juste la personne qui fait du data qui peut déterminer ça. Là, comme un directeur de compagnie qui doit passer une première porte, monter dans un ascenseur, passer devant des gardes de sécurité, puis ensuite il arrive à la porte de son bureau, puis il se fait refuser l'accès, puis il faut qu'il rescanne une deuxième fois. Ça ne sera pas bon. Alors qu'un employé lambda, lui, s'il faut qu'il scanne 2-3 fois, ça va être plus acceptable. Donc, c'est de voir peut-être que même pour une même application, selon l'utilisateur, c'est ça, non? Je suis en train de penser que ça m'arrive toujours, ces choses-là. C'est tout le temps moi qui ne scanne pas comme il faut. Mehdi, vous avez peut-être envie de rebondir sur ça? C'est que, avec ce qui se passe maintenant en machine learning, en intelligence artificielle, on a souvent l'impression que tout est automatisé. En fait, ce que je vois maintenant dans le marché de l'automatisation, c'est beaucoup plus automatiser tout le travail qui se fait avant la décision. C'est-à-dire automatiser la collecte de données, automatiser l'organisation de ces données-là, etc. Mais généralement, il y a toujours un humain qui prend la décision, jusqu'à maintenant. Oui. Et c'est bon surtout pour des décisions critiques. Et on le voit, il y a des cas très intéressants, par exemple, liés au traitement des dossiers d'immigration. Et le système est designé d'une manière que ça automatise surtout le traitement des données nécessaires qui font en sorte que les délais sont très très longs, mais à la fin de la journée, il y aura une personne qui va étudier le dossier beaucoup, on va dire, plus rapidement qu'avant et prendre la décision. Et c'est pour ça que même pour construire ce genre de système-là, il faut prévoir le fait que, au pire des cas qu'une machine automatise le traitement de ces données-là, il y aura toujours la possibilité à un humain d'intervenir. Et jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans le marché. Il y a très rarement
de processus qui sont automatisés de bout en bout. Oui, c'est ce qu'on voit même dans la littérature, c'est qu'on dit qu'il y a toujours encore un humain qui intervient dans le processus. Human in the loop. Oui, pour prendre justement la décision. Oui. Christophe, comment vous le voyez, vous, dans ce processus-là? Comment qu'on, justement, négocie, si on veut, gérer les attentes de l'organisation qui lance un projet? Non, nous, en fait, particulièrement Thales, on est vraiment dans le domaine des systèmes critiques. Donc, l'humain reste au cœur des activités. Et en fait, globalement, l'IA est ce qu'elle est aujourd'hui est très bête. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas du tout de transfert de connaissances ou autre. Donc, ce qui veut dire que, encore une fois, quand on adresse des problèmes complexes et à plusieurs dimensions, l'humain est prédominant. Donc, comme on disait tout à l'heure, globalement, le sujet revient toujours autour de dire comment, en fait, et c'est des questions d'innovation d'origine, avant même l'IA, mais comment vraiment l'humain trouve sa place dans l'innovation et comment on prend le problème, pas par la technologie, mais par l'humain. Et voir comment, en aval, en effet, il y a l'aspect utilisateur, il y a l'aspect client, avec différentes contraintes également, parce qu'on parle de mise en production, donc il y a différentes contraintes budgétaires ou autres qui sont importantes. Il y a l'aspect aussi des gens qui vont maintenir le système. On parlait aussi de tout ce qui est ingénierie de la science des données, mais aujourd'hui, on voit aussi une transformation vers l'ingénierie de l'intelligence artificielle. Donc, tous ces sujets-là doivent être abordés. Et puis ensuite, comme on disait, plus on va vers l'aide à la décision, et plus en fait, il y a toute une connaissance tacite dans le cerveau des différentes personnes, des opérateurs, qu'il faut réussir à capturer, à codifier pour venir justement enrichir les différents modèles. Donc ça, c'est même en amont qu'il faut justement arriver à cartographier l'ensemble de ces connaissances et pouvoir ensuite, de bout en bout finalement, en parallèle du développement technologique, vraiment travailler sur l'adoption sociale de la technologie dont je parlais précédemment. Et donc, au fil de l'eau, arriver à, démystifier la partie éducation, deuxièmement, à modérer les attentes, et puis ensuite garantir qu'au final, même si un projet a commencé par l'ambition intelligence artificielle, au fil de l'eau, on va gentiment, au travers de l'éducation, de démystifier les sujets, de poser les bons problèmes et les bonnes contraintes, arriver à la bonne innovation. Et entre-temps, l'IA, si nécessaire, ou sinon autre, et encore une fois, l'IA, il n'y a pas que le machine learning et le deep learning. Donc, parce que le champ est large. C'est ça, parce que le terme est, on peut le dire, à la mode. Puis quand les gens cherchent une solution d'aide à la prise de décision, souvent, ils vont se dire il faut mettre l'IA dedans. Oui. C'est comme il y a une vingtaine d'années ou autre, quand tout le monde... La valeur, en fait, est passée des équipements de l'électronique vers le logiciel. C'était la course au logiciel, comme une silver bullet. Bref, en tout cas. Aujourd'hui, on vit un petit peu la même chose. Donc, il faut justement... En tout cas, nous, de notre côté, dans le groupe Thales, étant donné que ces sujets, c'est au cœur de nos activités et que rien ne se fera autour de l'intelligence artificielle sans être centré sur l'humain et sans cette confiance dont on parlait. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment d'arriver, en termes d'éducation, à la fois éduquer nos scientifiques et nos technologues par rapport à tout ce qui est design et tout ce qui est, en fait, recherche et innovation centrée sur l'humain. Et de l'autre bord, éduquer, en fait, l'ensemble de nos designers par rapport à qu'est-ce qui est possible ou pas avec l'outil comme outil d'innovation et en utilisant, la première question, en effet, quand nécessaire, des patterns IA ou des modèles existants ou des plateformes existantes pour pouvoir accélérer cette phase exploratoire, cette phase de développement de connaissances, parce que c'est le sujet du MVP, on développe de la connaissance, pas encore un produit, et ensuite passer véritablement au développement de produits, à sa mise à l'échelle et en production. C'est intéressant parce que quand vous parlez d'acceptabilité sociale, vous parlez autant pour celui qui va implanter le projet finalement, ou en tout cas qui va l'utiliser, votre client, que celui qui va le recevoir, c'est-à-dire la clientèle. En fait, la plupart des cas, quand on parle d'IA, après, tout dépend des domaines, mais globalement, en fait, là où l'IA a trouvé sa place et sa force, c'est notamment là où on a des larges données et là où on parle d'écosystème, où en fait le focus n'est pas juste sur un utilisateur, mais sur des écosystèmes qui vont interagir. Et en fait, à partir de là, forcément, on se rend compte que le champ des personnes qui ont des points de contact avec ces modèles IA sont beaucoup plus larges et qu'il faut les considérer comme les contraintes qu'on notait tout à l'heure. On arrive vers la fin. Oui. Je sens que vous voulez réagir. Non, très rapidement. Je pense que tout a été bien dit. Non, il y aura mais je vais encore en dire plein, mais merci. Je voulais dire justement qu'on intervient parfois, nous, dans un contexte où il y a déjà des data scientists, où déjà il y a des proof of value qui sont faits. Donc pour nous, gérer les attentes, c'est une autre chose. Ce n'est pas seulement de faire le proof of value, mais c'est vraiment un spectre beaucoup plus large, que je dirais. Ça inclut aussi bien la préparation des données que la construction des modèles, que le déploiement des modèles, que le monitoring et
tout ce qui est relatif au biais ou autre. Donc, la gestion de l'attente, elle est différente parce que pourquoi un client pourrait faire appel à nous si jamais il a les data scientists qu'ils sont. Donc, et c'est ça où il faut montrer une valeur additionnelle, c'est dans l'adoption de ces types de technologies. C'est vrai que résoudre des problèmes, mais ça vient avec aussi son paquet de problèmes. Donc, gérer l'attente, c'est que le client attend à ce que j'ai une obligation de conseil vis-à-vis de lui et que j'ai une longueur d'avance par rapport à lui et que je sais quels sont les types de problèmes qu'il va rencontrer et que j'ai fait les choses de manière à ce que on va adresser ces problèmes avec l'expérience qu'on a accumulée ailleurs. Ouais, oui, en terminant, Jean-François, si, on avait... juste un dernier mot, par contre, parce que la compétence développée ailleurs ou la valeur créée ailleurs, je pense que ça aussi, c'est un élément important en fait, du transfert IA. En fait, l'IA est tellement vaste, large, que globalement, personne peut, ou en tout cas sans doute personne, pourra vraiment adresser l'ensemble des sujets. Donc vraiment arriver à mobiliser et à se connecter avec un certain nombre de partenaires qui vont permettre justement d'accélérer ces passages de l'IA parce qu'on n'aura pas besoin de réinventer la roue et on pourra capitaliser sur l'historique de différents partenaires qui auront conduit déjà leurs expérimentations. Et ça passe pas mal aussi, en tout cas IBM, Thales, comme de grandes industries, et pas mal sur revoir en fait la collaboration, notamment avec pas juste le monde académique sur lequel on avait des partenariats et des collaborations depuis nombre d'années, mais en fait également vers, je crois que c'est ce matin on parlait du tissu en fait entrepreneurial à Montréal, donc vraiment vers les PME, start-up, et arriver en fait à collaborer avec ces écosystèmes-là également pour créer plus de valeur. Pour aller bénéficier justement de la prise de risque, souvent oui, sur les oui, surtout dans la grande entreprise, puis l'université qui analyse. Oui, surtout que en fait, l'IA, au-delà de l'aspect innovation technologique, amène aussi beaucoup d'innovation en modèle d'affaires. On voit que les plus grandes industries d'intelligence artificielle aujourd'hui sont les grands plateformistes de ce monde et que globalement, là où ils ont vraiment, avant même de parler d'intelligence artificielle, réussi à se positionner au niveau économie mondiale, c'est vraiment en fait sur des nouveaux modèles d'affaires et comment ensuite des modèles AI basés sur le matchmaking leur ont permis en fait de développer un effet de réseau positif autour de leur création de valeur. Donc voilà, c'est des sujets sur lesquels globalement les grandes industries ou autres, enfin en tout cas il est difficile de faire tout en intégration verticale, mais beaucoup plus en orchestration horizontale. Et voilà, nous, en ce sens, c'est pour ça qu'on lance le programme AI at Santec, qui est un programme d'accélération de start-up sur 6 mois, qu'on va lancer tous les 6 mois avec notre partenaire, le Santec. Vous êtes déjà comme en train, finalement, comme entreprise, d'aller créer ces réseaux-là pour stimuler justement la créativité. Puis, et puis ce passage, justement, ce passage positif du transfert de l'IA vers ces écosystèmes et vers la société. Merci beaucoup, Christophe. Écoutez, on arrive à la fin de cette fort intéressante discussion. Je pense qu'on peut quand même se dire encore que l'humain semble encore plus flexible que la technologie. C'est encore lui qui, justement, s'adapte, puis nous, on compose autour. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. On remercie nos panélistes. Et n'hésitez pas à aller les voir en dehors du panel si vous avez d'autres questions. Et là, figurez-vous que vous allez avoir un résumé. Mais là, quand on parle de compétences justement plus soft, vous allez avoir un résumé de tout ça par des gens qui font partie de la Ligue nationale d'improvisation, qui vont vous ramener quelques sujets qu'on a discutés à leur façon. Alors, amusez-vous bien. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes deux comédiens de la Ligue nationale d'improvisation. La Ligue nationale d'improvisation est d'ailleurs ravie de participer à Montréal Connect et la semaine du printemps numérique. La LNI, ça s'est créé en 1977 à Montréal. Ça se voulait un alliage amusant entre le hockey et le théâtre. Ça devait durer 4 soirs. Ça fait 42 ans que ça dure. C'est joué dans 30 pays, en plus de 8 langues. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas de chandail de hockey, nous n'avons pas de patinoire, nous n'avons que notre instrument principal, c'est-à-dire nos soft skills. Oui. Et notre corps. Fait qu'on se livre devant vous à une improvisation. Oui, OK. Donc,
Place au théâtre. Place au théâtre. Bing, boum. Bonjour. Ah, enfin. Vous tombez tellement bien. Vous êtes prototype 12? Prototype 12. Yang. Intelligence artificielle nouveau genre. Ah oui, Yang. C'est ça, faut que je t'appelle? Yang. Ian. Yang. 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 Hey, tu vas t'appeler chose, là. Va là-bas. Il y a 44 cupcakes au chocolat qu'il faut que tu finisses de fourrer avec de la crème. Puis après ça, tu en as 37 à sortir du four dans 12 minutes. Puis il en faut que tu en rentres d'autres dans 6 minutes dans l'autre four à côté. Puis idéalement, il faudrait que tu fasses aussi une crème Boston. Je viens d'analyser vos données. Oui, mais c'est... Votre entreprise n'est pas viable. Je fais pas beaucoup de profit sur mes cupcakes, mais dans mesure où c'est les matières premières qui coûtent cher, tu sais, le blé, puis je prends du blé bio parce que je suis contre Monsanto, c'est très compliqué. Mais comment ça, je suis pas viable? Je suis très viable, je fais pas beaucoup d'argent, mais je fais... Veux-tu, s'il te plaît, sortir les muffins? Analyse du langage. OK. Admettons que... T'as-tu fini d'analyser? Analyse terminée. Bon, super. Analyse, garde le four, la poignée de même. Tu te penches, tu ouvres la poignée, tu sors. En plus, toi, tu n'as pas besoin de mettre de gants parce que j'imagine que tu ne te brûles pas. Dis-moi pas que tu te brûles parce que ma poignée est nerf. Je me brûle. S'il vous plaît, je t'ai payé. Tu es un MVP. Tu es un modèle minimum viable. Fait que là, je ne sais pas qu'est-ce que tu es exactement, mais tu es supposé sortir mon entreprise du trouble. Fait que s'il te plaît, sors mes cupcakes, puis fourre les autres, puis prépare de la crème Boston. Sortie des cupcakes imminente. Oui. Non, non, le four. Non, on ne sort pas le four. Non, je me suis mal exprimée. Remets le four. Je me suis mal exprimée. Je vais re-rentrer des nouvelles données. Je veux que tu les extrais du cube chauffant. Puis ils sont brûlés, laisse faire, calvaire. OK. Sortir cupcake brûlé. Non, jamais brûlé. Ne jamais laisser les cupcakes brûler. Ne jamais laisser les cupcakes brûler. Oui. Ceux-là, c'est trop tard. C'est terminé. Does not compute. Non, OK. Ils sont brûlés. Oui, ils sont brûlés. Revenir dans le temps. Non, ça, c'est... Faire le tour de la planète très, très rapidement pour revenir derrière. Faire un trou de verre. Un trou de verre? Pour revenir dans le temps. Oui, non, on ne reviendra pas dans le temps. Là. On ne revient pas dans le temps. La batch est brûlée. Quand la batch est brûlée, tu oublies ça, c'est fini. Elle est brûlée, on passe à autre chose. La batch est brûlée, on passe à autre chose. Pause. Mais là, tu poses... tu sais... regarde, le frigidaire est là. Tu vas sortir le lait, le beurre... Regarde le frigidaire. Oui, tu sors le lait, le beurre, les œufs. Non, la même chose. Le gros rectangle, il reste toujours à l'intérieur. C'est juste, on extrait du gros rectangle des données en forme de pinte de lait, des données en forme de livres de beurre, des données en forme des œufs. Voyons, je mets une poule câline. Analyse des données. Vous n'êtes pas heureuse. Je suis contente que tu en parles. Parce que c'est vraiment difficile, de se faire une start-up de cupcake. J'ai analysé les données probantes, puis je voyais bien qu'il y avait une clientèle, mais c'est parce que je ne savais pas que... Je vous comprends. Mais je ne penserais pas, non? Je n'étais pas prêt à venir dans votre entreprise. Non, tu es visiblement plein de... J'ai besoin qu'on travaille sur mes algorithmes encore. Ouais, moi aussi, j'ai peut-être besoin qu'on me travaille l'algorithme. Analyse des données. Vous avez besoin d'une chanson. Why do birds suddenly appear in the sky when you're near? Oh, ça me fait du bien! Oh, analyse. Vous pleurez? Oui, mais c'est pas... La préménopause, ça... Les données sont dures à comptabilité en préménopause, mais c'est... Vous désirez que je sorte vos cupcakes de votre four? Non, c'est pas des cupcakes, c'est des ovaires, puis tu vas y laisser là. Yin-yang, yang-yang, Yang. yang. Chose. Chose. Je pense que j'étais pas prête à te recevoir dans mon autre. J'aurais peut-être juste dû m'acheter un meter. Ça aurait été Vous permettez que je vous dise ce que je pense? Tu penses?
Je crois que vous avez besoin d'un employé vivant. Ah, d'un humain, là? Ah oui, peut-être. Peut-être que... Ah, tu combles pas tout. C'est encore à voir. Je vais sélectionner des candidats potentiels. Ping! Dans votre courriel, vous avez 72 candidats potentiels pour votre entreprise. Ah, merci. 38 rendez-vous sont déjà placés. Ping! 10 candidats. Ping! Nous avons choisi quelqu'un. Ben voyons. Sur quelle base? Avais-tu un biais cognitif? As-tu choisi un homme, une femme? J'ai choisi quelqu'un fluide. Ah, bon, c'est mieux que rien. Merci, chose. Merci beaucoup de m'avoir fait réaliser que j'étais peut-être pas tout à fait prête psychologiquement à gérer l'intelligence artificielle. Analyse des données. Oui. Vous avez besoin d'un câlin. Oh oui.